Dans le Marais poitevin, la guerre de l'eau n'aura pas attendu l'épisode de sécheresse de l'hiver 2023 pour se déclarer. Il faut plonger dans les sous-sols, remonter le lit des rivières pour aboutir à la source des tensions. Les méga-bassines. Depuis le lancement de la construction de la première bassine en 2018, opposants au projet de retenue d'eau et agriculteurs irrigants s'affrontent à intervalles réguliers. Quand on me dit que je suis un riche et qu'on va me foutre dans la bassine et qu'on va me noyer, là je commence à plus être trop d'accord. Moi on m'a tiré dessus 2 fois avec un pistolet automatique. On est venu polluer 15 tonnes de sarrasin, oui, par un adhérent de la FNSEA. Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps à se tirer dessus, à être pour, à être contre, alors qu'on a tous envie d'une chose, c'est que l'agriculture maintienne nos villages. Plus d'une centaine de bassines existent à l'échelle de la France. La moitié d'entre elles sont concentrées dans l'ouest, sur les 3 départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. C'est sur cette zone que 13 retenues d'eau ont été détruites par les militants de Bassines Non Merci, donnant lieu à chaque fois à des passes d'armes avec les forces de l'ordre. Mais pourquoi ces piscines géantes destinées à l'irrigation des cultures sont-elles prises pour cible par les militants de Bassines Non Merci ? Pour comprendre, il faut s'intéresser au fonctionnement de ces retenues d'eau. Imaginez des cratères profonds d'une dizaine de mètres sur une superficie d'une dizaine d'hectares en moyenne. L'ouvrage est ensuite recouvert d'une bâche plastique pour permettre l'étanchéité, avant d'être rempli de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau. Un volume pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 300 piscines olympiques. Mais d'où provient au juste toute cette eau ? De forages qui puisent directement la ressource dans la nappe phréatique à 15 mètres de profondeur. Et c'est là que se situe l'origine des critiques. Sur le papier, le principe paraît relever du bon sens. Prélever l'eau en hiver, lorsqu'elle est abondante, pour la stocker et l'utiliser en été, lorsqu'elle manque et qu'il fait chaud, afin d'irriguer les cultures. Avec toujours un objectif, sauvegarder les rendements, même en cas de sécheresse. Et c'est bien ce principe que dénoncent les opposants du collectif Bassines Non Merci. D'abord, en prélevant dans la nappe phréatique, on prive le milieu naturel de cette ressource au risque de déstabiliser l'écosystème. Ensuite, les bassines ne concernent qu'une minorité d'agriculteurs, ce qui interpelle puisque ces bassines sont financées à hauteur de 70% par des fonds publics. Enfin, les bassines serviraient à irriguer des cultures destinées à l'export, trop gourmandes en eau, telles que le maïs. Des arguments qui ne sauraient en aucun cas justifier les dégradations commises pour Thierry Boucard. On va faire un peu d'escalade. Il est agriculteur céréalier à l'initiative d'un projet de 5 bassines en Charente-Maritime. L'une d'entre elles a été mise hors d'usage en novembre 2021. Elle a été détruite par les zadistes de Bassines Non Merci. Comme en coupant en haut, ça retenait la bâche, ils ont fait le tour de chaque boudin. Donc c'est des spécialistes qui ont fait ça. C'est inadmissible. On ne détruit pas le travail des autres rien que pour une raison idéologique. J'étais agriculteur irrigant, je ne peux quasiment plus irriguer. Je peux juste me servir du fond de l'eau qu'il y a dans la réserve. Donc nous prélevons l'eau l'été dans la nappe au lieu de la prélever l'hiver quand on n'en manque pas. Montant estimé des dégâts, 500 000 €. Un préjudice à la hauteur des dommages causés sur l'environnement pour les militants de Bassines Non Merci et de la Confédération Paysanne qui ont revendiqué avoir désarmé la bassine. Selon eux, la retenue d'eau de Thierry Boucard serait responsable de l'assèchement d'une rivière située non loin de là. Nous avons les preuves scientifiques de l'utilisation de nos réserves et des effets sur la nappe. L'effet sur la nappe est complètement nul en hiver et très important l'été puisque la nappe ne baisse plus l'été. Mais d'où sortent les preuves scientifiques mises en avant par l'agriculteur ? Des relevés sur la nappe réalisés par l'établissement public du Marais poitevin. Les hydrogéologues, membres de cette administration locale de gestion de l'eau, sont les garants des quotas de pompage attribués aux agriculteurs. En période hivernale, aucune observation ne montre que le niveau de la nappe n'est influencé par les prélèvements. Problème, ces études de l'impact des bassines sur les cours d'eau environnants ont été jugées insuffisantes par la justice. L'étude d'impact ne comporte aucun élément concret permettant d'apprécier les effets des prélèvements en période hivernale. Conséquence, les 5 bassines de l'association des irrigants des Roches sont aujourd'hui illégales. Et pourtant, je ne vois pas où est le problème écologique et de partage de l'eau. Au contraire, c'est un partage bien plus intelligent que de pomper dans la nappe l'été. Le partage de l'eau, Julien Leguet en a fait son combat. Fer de lance de la lutte contre les bassines au sein de Bassines Non Merci,
il fédère autour de lui des milliers d'activistes prêts à s'attaquer aux installations. Pigouille en main, la pagaie locale dans le Marais, il reçoit des dizaines de journalistes pour leur montrer les atteintes à l'environnement que les bassines n'ont fait qu'accélérer selon lui. Aucun hydrogéologue digne de ce nom ne peut considérer qu'on crée une nouvelle réserve d'eau en pillant la nappe phréatique. Au contraire, on la fragilise et on l'expose à la chaleur et à la dégradation. Par contre, il y a quand même une grosse différence et qui justifie que les exploitants irrigants poussent aux bassines. C'est qu'une fois qu'elle est dans la bassine, c'est plus l'eau à tout le monde, c'est leur bassine, c'est leur eau à eux, quoi. Et qu'ils pourront utiliser, même si tout le monde crève de soif et qu'il n'y a plus d'eau au robinet, ils pourront utiliser jusqu'à la dernière goutte pour arroser leur satané maïs ou toute autre culture qui leur apporterait plein de pognon. Symbole d'une privatisation de l'eau, à en croire Julien Leguet, les bassines ne seraient en réalité que la dernière trouvaille d'un modèle agricole qui surexploite depuis plus d'un demi-siècle la ressource en eau. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas pillage, individualisme et extinction de la biodiversité. Et donc déjà, cette règle du jeu, elle laissait croire à ces mêmes exploitants que c'était une eau qui leur était due. En fait, cette eau, en effet, il faut bien la remettre en regard, que s'il leur est attribué, c'est par rapport aux services qu'ils vont rendre à la nation ou qu'ils vont rendre à la société. Et en effet, ce qu'on est en droit d'attendre des paysans du secteur qui se voient attribuer des fonds publics, des subventions et également des volumes d'eau, c'est qu'il y ait des systèmes de production qui veillent d'abord à nourrir le territoire avant de nourrir les marchés internationaux. Si les bassines étaient faites pour assurer l'eau, pour assurer la part de légumes et de fruits du territoire, on les considérait autrement. Mais c'est pas à ça qu'elles servent les bassines. La souveraineté alimentaire, c'est pourtant la principale justification avancée par les agriculteurs raccordés aux bassines. Mais qui sont-ils? Et surtout, quels sont les problèmes auxquels ils font face? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'un éleveur et d'un maraîcher, tous deux installés dans le Marais Poitevin. En Charente-Maritime, Francky Hérault compte sur l'eau prélevée dans la réserve pour arroser ses légumes. Ces produits rejoindront ensuite les étals du magasin fermier de Surgères, à 15 minutes de son exploitation. Après, ça c'est des produits, ça c'est du choucal. Pour moi, il n'y a pas de maraîchage sans irrigation. La moitié de ces produits, si on n'irriguait pas, ne seraient pas là, voire la totalité. Il y a des produits qui ont besoin de plus d'irrigation que d'autres. Je pensais qu'à un moment donné, c'était une bonne chose de prendre de l'eau en hiver quand elle s'en allait au courant et de la stocker pour être sûr de planter des productions qui étaient sûres d'être arrosées pour avoir un résultat. L'eau, c'est une sorte d'assurance récolte. Sur sa parcelle d'une vingtaine d'hectares, l'arrosage au goutte à goutte à partir de l'eau prélevée dans la réserve ne suffit pas toujours à assurer la viabilité de la récolte lorsque les étés se font trop arides. Donc là, c'est des choux-fleurs. Donc ça, c'est des choux-fleurs. Malheureusement, il s'est mal développé. Alors pourquoi il s'est mal développé, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas eu, à ce moment-là, il y a eu certainement un stress hydrique, certainement, parce qu'avec l'année qu'on a eue. Le 6 août dernier, un arrêté préfectoral de restriction d'usage de l'eau mettait ce maraîcher en grande difficulté. J'avais deux solutions le 6 août. C'est soit je mettais tout le monde dehors et j'arrêtais. Ce que j'ai fait, moi, la deuxième solution, c'était que j'ai continué à arroser. Donc je risquais des procès. Le premier pouvait être de 1 500 €, le deuxième peut-être de 15 000 €, le troisième peut-être de 150 000 €. C'était une question de survie des magasins. J'ai pensé aux magasins, aux clients et à mes employés. Moi, ce que je reproche, c'est qu'actuellement, on nous condamne de tous les côtés. Par contre, on ne nous propose rien. Et même en maraîchage, est-ce que ces gens de France Nature Environnement, d'abord, ils ne sont jamais venus discuter avec nous, et est-ce que ces gens-là sont capables de nous proposer quelque chose? Non. Quand on me dit qu'il va falloir que vous passiez d'eau, je dis moi, je me passerai d'eau, mais je ne serai plus maraîcher. Dans l'élevage de Samuel Baudouin aussi, le manque d'eau aura laissé des traces. À l'été 2019, privé de la possibilité d'irriguer le fourrage qui sert à nourrir ses 400 chèvres laitières, le jeune éleveur avait dû s'endetter à hauteur de 50 000 € pour acheter des compléments alimentaires. Pour lui, le raccordement à la bassine était la promesse de ne plus jamais avoir à revivre cette situation. En fait, nous, l'idée, c'est de produire un maximum de choses pour l'élevage et en fait être autonome quasiment à 100%. Parce qu'en fait, sinon, on est dépendant complètement des marchés extérieurs.
Et on est obligé d'acheter, notamment à l'étranger, des aliments pour nos chèvres. Aujourd'hui, la réserve, ça nous amène cette sécurisation de l'eau et donc de nos fourrages pour notre élevage. C'est une bonne source alimentaire, mais sauf que ça, on est capable de le produire. Et en fait, on est capable de le produire localement. Tout à l'heure, on parlait des conséquences si on n'avait pas l'irrigation. Nous, c'est simple, il n'y a plus de chèvres. Ici, on l'assure, pas d'agrobusiness, mais une exploitation familiale qui pratique une agriculture respectueuse des sols. On peut toujours progresser, mais on est au bout de ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire que on ne peut pas faire plus local. Et en fait, on pense être dans les justes choses. Et on respecte nos valeurs, on respecte nos engagements pour préserver l'eau et sa qualité. À quelques kilomètres de l'exploitation de Samuel Baudouin se tient ce soir-là une réunion d'information à l'initiative de Bassines Non Merci. Pour l'occasion, une hydrogéologue proche du collectif est venue présenter des résultats qui démontrent l'impact négatif des retenues d'eau. On n'a aucune preuve scientifique qui tient la route d'une prétendue amélioration du débit des cours d'eau par les bassines. On n'a aucune prise en compte à aucun moment dans le développement de ces bassines du réchauffement climatique. Les agriculteurs irrigants, eux aussi, ont fait le déplacement. Les discours se succèdent et témoignent de deux visions antagonistes de l'avenir du modèle agricole. Que la souveraineté alimentaire, elle s'appuiera sur un climat pour lequel on aura su s'attaquer frontalement au changement climatique. On atteindra la souveraineté alimentaire quand on aura compris que la biodiversité, c'est le principal ami de l'agriculteur. Vient le tour du jeune éleveur que nous avions rencontré un peu plus tôt dans la journée. Et là encore, c'est l'incompréhension qui demeure à l'issue de son échange avec son collègue de la Confédération paysanne. Alors moi, je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. On est irriguant, certes, mais on fait aussi attention au reste. Et on n'a pas attendu les réserves. On irriguait avant. Et aujourd'hui, nos chèvres sont nourries au foin. Donc on est très loin de l'agriculture intensive. Moi aussi, je suis paysan. Je me lève pour véler mes vaches aussi la nuit. Je subis les sécheresses. Aujourd'hui, au nord des Deux-Sèvres, on n'a pas d'eau en surface et on n'a pas d'eau en profondeur. Et donc je sais ce que c'est quand ça ne pousse pas. Demain, peut-être que vous aurez vos bassines, et si elles sont vides parce qu'il n'y a pas d'eau, ben, on ne va pas s'en sortir. Votre problème sera le même. Ultime tentative de réconcilier les points de vue, c'est à Julien Leguet que revient le mot de la fin. Il y a urgence à écouter les souffrances réciproques et à s'affranchir de l'État pour construire localement les solutions qui nous correspondront. Il n'y a pas d'autre solution que de relocaliser l'économie et de refaire la démocratie, et l'eau doit être le moyen de renouer le contact. Quelques jours après notre rencontre, Julien Leguet était placé sous contrôle judiciaire pour avoir été à l'origine de rassemblements illégaux. Le porte-parole de Bassines Non Merci nous confiait déjà sa détermination à aller jusqu'au bout. On est rentré en résistance et les bassines, elles ne se feront pas. Et si l'État veut aller vers une guerre de l'eau, eh ben, ils rencontreront localement une résistance acharnée de terrain qui ne laisseront pas faire. Le 25 mars prochain, des milliers d'opposants aux méga-bassines déferleront sur le marais Poitevin, et ce malgré l'interdiction de manifester prise par les autorités. De nouvelles dégradations, de nouveaux affrontements pourraient avoir lieu, sans que jamais ne se dessine un avenir en commun pour la gestion de l'eau.